présenté tous les deux tout à l'heure mieux que je ne l'avais fait, puisque tous les deux ont pour objet la pédagogie, mais ne sont pas pédagogues de la même façon. Tous les deux l'ont été, hein, d'une certaine manière, directement. L'un est aujourd'hui, Emmanuel, d'enseignants, c'est ça? Oui, d'enseignants, oui. Et philosophe et chercheur dans ce domaine, très, très, très élaboré. Et Pascal a créé une agence qui s'appelle Tout Éduque, et après un parcours très important et très engagé dans la question pédagogique, d'une part comme enseignant et après comme chercheur, en fait, voire comme journaliste, puisqu'il dit ça, et maintenant à la tête d'une agence extrêmement importante dans ce domaine. Hein. On a la chance d'avoir quelqu'un qui est sans doute l'observateur le plus soigneux et systématique de cette dimension-là. Merci à vous. Alors vous prenez l'ordre que vous voulez, mais je vous indique, ce qui est sur le papier, c'est que ça commence par Pascal. D'accord. Après, faites sans ça si vous êtes capable. Bon, donc je commence. Oui, donc comme tu viens de le dire, je suis journaliste. Je ne suis pas un chercheur, même si je me souviens parfois d'avoir soutenu une thèse sous la direction de Philippe, qui avait d'ailleurs eu la gentillesse à ce moment-là de dire que c'était plus un compagnonnage qu'une direction, et c'est un mot qui m'a beaucoup touché. Et je ne suis plus depuis très longtemps enseignant. Et j'ai enseigné en collège et en lycée. Je n'ai jamais tenté d'apprendre à lire à des petits-enfants. Et donc, je n'ai aucune légitimité à dire ce que je vais dire. Tout ce qui suit, même si je suis parfois très affirmatif, doit être pris davantage sur un mode interrogatif. Et je vais commencer d'ailleurs par vous poser à vous une question. Quelle différence entre l'hydroxychloroquine et une méthode de lecture globale ou syllabique, peu importe? Bon, vous avez compris, il n'y en a aucune. C'est-à-dire que ce sont des objets techniques qui deviennent des objets de passion, de manière totalement irrationnelle. Et c'est donc ça dont je voudrais parler maintenant, c'est de la façon dont un objet pédagogique devient un objet politique, un objet de passion. Alors, en ce qui concerne l'hydroxychloroquine, je ne sais pas comment ça s'est produit, et en fait, je dois dire que ça m'intéresse assez peu. Sur la lecture, ça m'intéresse, c'est quand même le sujet sur lequel je travaille depuis bien des années. L'école, c'est le lieu où une société prépare son avenir. Et comme nous ne savons pas quel est l'avenir, sauf pour ceux d'entre vous qui disposent d'une boule de cristal, forcément la vision de l'avenir que vous avez est une vision idéologique. C'est une projection. En fonction de votre sensibilité, en fonction d'un certain nombre d'éléments qui fabriquent cette projection. Et donc nous assignons tous à l'école des finalités qui diffèrent, et nous nous écharpons sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre une fin qui est rarement explicite. C'est ce que disait tout à l'heure Philippe sur les implicites qui sont derrière toutes les techniques pédagogiques. En ce qui concerne les méthodes de lecture, c'est d'autant plus frappant que nous avons des positions très fermes, très catégoriques, très affirmatives, alors qu'en fait, l'état de la science ne permet pas d'être affirmatif. Donc je vais d'abord évoquer cet état de la science et puis essayer de comprendre ce transfert idéologique. Alors, le consensus scientifique sur la lecture est assez clair, en fait. Il faut travailler simultanément toutes les dimensions de cet apprentissage, c'est-à-dire la connaissance des lettres,
l'identification des phonèmes, les correspondances graphème-phonème, mais aussi la compréhension, l'écriture. Et on pourrait même dire que l'écriture est première, qu'on a commencé par apprendre à écrire avant d'apprendre à lire. C'est comme ça que les moines copistes au Moyen-Âge apprenaient à lire, c'est en copiant. Il faut apprendre le vocabulaire. On a donc aujourd'hui une opposition caricaturale entre deux méthodes, la méthode globale et la méthode syllabique. La méthode globale, elle a surtout été illustrée en France par Jean Foucambert et elle n'a jamais convaincu la grande masse des enseignants. Et d'ailleurs aujourd'hui, le cheval de bataille de l'AFL, l'Association française pour la lecture qu'il a créée pour défendre la méthode idéovisuelle et globale, a complètement délaissé ce terrain et s'occupe uniquement d'ELSA, qui est un entraînement à la lecture savante et qui s'adresse aux écoliers à partir de 9 ans. Vous avez ensuite la méthode mixte avec un premier temps global. Elle n'est plus recommandée et il est parfaitement admis par toutes les instances qu'il faut, dès le début du CP, travailler sur les correspondances graphème-phonème. C'est ce qu'a notamment montré Roland Guagou. Cela n'empêche pas que la guerre des méthodes a été relancée, notamment par Jean-Michel Blanquer, qui a annoncé qu'il voulait éradiquer les dernières scories de la méthode globale. Et il a décidé, pour ce faire, de s'appuyer sur un petit groupe de chercheurs. Et en fait, quand on lit ce qu'ont écrit ces chercheurs, on s'aperçoit qu'ils sont quand même dans l'incapacité de dire quel serait le bon manuel de lecture. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans un des avis du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Mais ils ont néanmoins développé toute une argumentation en faveur de la syllabique. Alors, je mets syllabique entre guillemets parce qu'en fait, il faut parler de méthode phonique, au pluriel. Phonics en anglais. Et puisque l'essentiel de la littérature sur le sujet est anglo-saxonne. Enfin, la littérature à laquelle il se réfère. Et les phonics, en gros, il y a deux courants, deux possibilités. Si vous voulez apprendre aux enfants comment écrire le mot chien, enfin dog, vous pouvez dire que D plus O plus G, ça fait dog, c'est la méthode synthétique. Ou bien vous avez le mot dog, et puis vous le décomposez en D plus O plus G, c'est la méthode analytique. Et j'avoue que je suis un peu perplexe parce que je ne comprends pas comment un enseignant peut dissocier les deux méthodes. Que forcément, on va par moment additionner les lettres, aller chercher les lettres pour composer un mot, et puis à un moment donné, on va avoir le mot et on va décomposer les lettres. Ça n'empêche pas que quelqu'un comme Franck Ramus, qui est l'un de ces chercheurs du petit groupe qui entoure Jean-Michel Blanquer, explique qu'en fait, on ne sait pas laquelle des deux est la plus efficace. Moi, je n'ai pas une connaissance, je l'ai dit, je suis journaliste, je ne suis pas chercheur, je n'ai pas une connaissance exhaustive de la littérature mondiale. Donc, je vais juste m'appuyer sur 3 données. Une conférence donnée par Franck Ramus et dont la vidéo est facilement accessible, conférence donnée devant l'Institut de formation des cadres de l'éducation nationale, je vous passe le sigle, le bouquin de Anne Apprendre, et puis un article de Liliane Sprenger-Charol et Édouard Jantaz qui est paru dans le dernier numéro de l'excellente revue qui s'appelle ANAE, approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant. Dans cet article, on nous dit, donc Liliane Sprenger-Charol et Édouard Jantaz nous disent que la comparaison des performances entre phonics et whole language, c'est-à-dire la méthode globale en anglais,
a tourné à l'avantage des phonics, selon une méta-analyse qui portait sur 38 expérimentations publiées en 2001 par la Review of Educational Research, avec un effet supérieur à 0,5 écart type. Mais en 1920, l'Educational Psychology Review publie un article de Jeffrey Bowers qui démontre que, en fait, la méta-analyse a de gros défauts. Parce qu'elle parle de méthode et elle ne parle pas des pratiques effectives des enseignants. Il publie ça. Aussitôt, il y a 2 autres chercheurs qui lui tombent sur le rable. Dans la Educational Psychology Review, Jack Fletcher et Ali reviennent sur la méta-analyse et disent non, elle est valable. Et puis dans la Educational and Developmental Psychologist, Jennifer Buckingham est plus prudente. Elle admet que la recherche doit se prolonger, mais elle juge totalement irresponsable d'inciter les enseignants à persévérer dans la whole language, alors que la supériorité des phonics est évidente. Bon, ça ressemble quand même beaucoup à un argument d'autorité. Mais admettons la supériorité des phonics dans les pays anglo-saxons. Est-ce que ça vaut pour les petits francophones ? C'est ce qu'affirment Frank Ramus et Liliane Sprenger-Charol. Le raisonnement est assez simple. Dans les pays où les correspondances graphème-phonème sont consistantes, c'est-à-dire qu'aux mêmes lettres correspondent les mêmes sons, le travail sur le décodage est facilité et les enfants entrent très vite dans la lecture. C'est le cas notamment en Finlande, où on a une correspondance parfaite. En anglais, les correspondances sont très irrégulières. Donc c'est beaucoup plus difficile. Mais les résultats sont quand même meilleurs avec la méthode syllabique, phonics. Et comme en français, la consistance est quelque part entre les deux, et ben, ce qui est vrai pour aux 2 bouts de l'échelle doit bien être vrai pour le français, donc allons-y pour les méthodes syllabiques. Tout ça repose sur la comparaison des tables de correspondance graphème-phonème. Et c'est vrai qu'il est à peu près impossible de lire à haute voix en anglais un texte dont on ne connaît pas tous les mots. Il est plus difficile en anglais qu'en français de réussir un test de fluence. Mais il me semble qu'on peut dissocier et s'interroger sur l'entrée dans la lecture. S'il s'agit pour les enfants de comprendre qu'aux lettres correspondent des sons ou des phonèmes, et qu'on peut associer les lettres pour former des mots qui désignent des gens ou des objets, je pense qu'il est plus facile d'apprendre à lire le mot dog. Je reprends mon exemple de tout à l'heure, D-O-G. À chaque graphème correspond un phonème à forte consistance, que le mot chien, pour lequel il faut associer le C et le H, comprendre que le I est un iode, comprendre que E plus N forme le son 1 et non pas le son en comme habituellement, c'est à peu près impossible. Il est plus facile de lire à haute voix une petite phrase du type « I am a boy » ou « I am a girl », « I am 6 », dont toutes les lettres sont sonores, que je suis un garçon, je suis une fille, j'ai 6 ans. Hein, regardez. Lire en anglais est plus difficile que lire en français, mais entrer dans la lecture est beaucoup plus facile en anglais qu'en français, me semble-t-il. Alors, j'ajoute me semble-t-il, parce que en matière d'éducation, c'est comme en médecine, et comme dans toutes les sciences, il faut se méfier des évidences, des a priori. Qu'avons-nous comme études empiriques dans le domaine francophone ? En fait, on n'en a que 2. On a une étude belge, celle de Bréban et Gérard, qui est citée dans l'article de l'ANAE, et qui conclut, sans surprise, à la supériorité d'un apprentissage des relations graphème-phonème soutenu par des gestes, c'est-à-dire la méthode Borel-Maisonnி.
Donc une pratique relativement souple qui mixte deux méthodes. Et ils l'ont opposé à une méthode globale à la Foucambert, mais pure et dure, hein, sans aucune concession au travail sur les correspondances. Et donc, la méthode syllabique fonctionne mieux que la méthode globale pure et dure. Mais les auteurs sont prudents, hein, ils sont très nuancés dans leurs conclusions. Il nous semble que c'est sans doute moins les principes de la méthode fonctionnelle, c'est-à-dire la méthode globale, qui sont à mettre en cause que la rigidité avec laquelle ces partisans appliquent ces principes et refusent d'aménager quelque peu la pédagogie qu'elle propose. Donc vous voyez qu'on est très nuancé en fait, là-dessus. Et à l'inverse, toutes les expérimentations de méthodes de lecture purement syllabiques déçoivent leurs promoteurs. Les évaluations des deux jeux inventés d'une part par l'équipe de Stanislas Dehaene et d'autre part par celle de Johannes Ziegler, qui s'appelle Kalulu et Graph-O-Learn. Les évaluations ne sont pas encore publiées, mais on sait déjà qu'elles sont décevantes. Ce sont des jeux sur tablette pour identifier les syllabes, les correspondances. La méthode parlée qui avait été mise en place par Zorman, le docteur Zorman dans l'équipe de Genève et qui a été expérimentée dans 3 académies, a disparu corps et biens. Plus personne n'en parle, mais Jean Taz a publié un article pour dire qu'elle avait échoué. On a la méthode d'agir pour l'école qui a été promue par Blanquer quand il est arrivé au ministère et qui a sombré lamentablement avec des disputes entre les membres et des résultats extrêmement faibles. Je pourrais vous les détailler si ça vous intéresse. Actuellement, Jean-Michel Blanquer a lancé l'expérimentation d'une nouvelle méthode qui s'appelle Lego. Et là, vous pouvez être tranquille, l'évaluation sera positive parce qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'aucune équipe de recherche ne travaille sur Lego. Enfin, il y a une équipe de recherche qui s'appelle Epsilon qui travaille dans l'université de Montpellier, qui a travaillé sur l'appropriation par les enseignants de la méthode, mais pas sur l'efficacité de la méthode. En français, en fait, donc, il est très difficile de proposer des mots ou des petites phrases qui permettent d'entrer dans la lecture, au point qu'on en est réduit à travailler sur des pseudo-mots. Donc, dans la méthode d'agir pour l'école dont je vous parlais à l'instant, on apprend aux enfants à lire Dalo, Tado, Madi, Modu, etc. Toute l'année de grande section de maternelle et le premier semestre du CP sont consacrés à des mots qui n'existent pas. Il faut attendre le mois de février pour lire le mot tomate. Avec la méthode de Belin, les enfants découvrent que Léo a vu Léa. Je vous laisse juger du caractère passionnant de cette... Et alors, avec la méthode Lego, la 3e dont je parlais, l'enfant découvre assez vite, vers la 20e leçon, qu'un ours a léché la fourmi ou que le lama a léché le chou. Donc vous voyez qu'on a le choix entre des artefacts, des phrases totalement insignifiantes ou de la poésie surréaliste, ce qui ne correspond pas tout à fait au développement d'un enfant de cet âge-là. J'en arrive donc maintenant à la question posée et que je posais au début. Et comme il ne me reste pas de temps, c'est parfait parce que en fait, je n'ai pas la réponse. Pourquoi ça devient un tel enjeu passionnel alors que vous voyez qu'on n'a pas d'éléments scientifiques sérieux à l'appui de l'une ou de l'autre méthode. Alors, l'école est toujours un lieu de débat idéologique, je l'ai dit, et c'est
Sur les autres sujets, alors de temps en temps, on se bagarre sur la méthode de Singapour en mathématiques. Bon, ça dure 3 mois, on se rend compte que c'est compliqué et l'opinion publique laisse tomber. Sur l'histoire, on se passionne parce que c'est au moment des élections présidentielles et législatives. Quelle histoire il faut enseigner aux enfants? Dans la réalité, on a trouvé des accommodements raisonnables entre l'histoire au sens de la civilisation ou l'histoire au sens du roman national. Et finalement, ça retombe assez vite. Il n'y a que sur la lecture qui devient cette espèce de point de crispation. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il est impossible en français, avec une méthode purement syllabique, de s'appuyer sur des mots, des phrases, des récits qui correspondent au centre d'intérêt des enfants et qui permettent de générer une dynamique de groupe favorable aux premiers apprentissages dans un cadre collectif. Désolé de me citer moi-même. Cette méthode syllabique est par définition une méthode. C'est-à-dire qu'on a un sachant, un expert, qui est extérieur à la classe, qui a conçu un manuel, donc une progression que les enfants doivent suivre, les enfants et l'enseignant doivent suivre pas à pas. B et A font bas, c'est comme ça, parce que c'est pas autrement, parce que c'est dans le manuel. Aucun besoin de s'appuyer sur le groupe classe, c'est un message qui va de l'auteur du manuel à chacun des élèves, pris individuellement, avec la médiation d'un adulte. Pour leur part, les tenants d'une méthode globale ou d'une méthode naturelle, pour reprendre l'expression de Freinet, usent d'oxymores. Il ne peut pas y avoir de méthode globale telle que l'envisage Foucault-Humbert ou telle que l'envisagent les héritiers de Freinet, puisque c'est la dynamique du groupe qui va amener les enfants à vouloir écrire à leurs copains qu'ils ont un lapin dans leur classe. Un lapin. Et donc à rechercher les lettres qui composent le mot lapin. Mais si c'est un poisson rouge, ça, l'auteur du manuel ne l'a pas prévu. Il ne peut pas y avoir de manuel à ce moment-là. Donc on ne peut pas avoir de méthode. On a une démarche. Et on a une démarche qui part de la classe et qui va vers le savoir. Donc on a d'un côté une démarche de haut en bas, de l'autre une démarche de bas en haut. C'est un peu caricatural et simpliste ce que je vous dis là, mais c'est juste pour montrer comment ça devient passionnel, pourquoi il y a des enjeux idéologiques aussi forts. Moi, j'en suis convaincu. Je vous parle de conviction, je ne vous parle pas d'un savoir scientifique. Ma conviction, c'est que tout enseignant doit pouvoir prendre ses distances avec une méthode, quelle qu'elle soit, pour s'appuyer sur les centres d'intérêt des enfants, sans perdre pour autant de vue la finalité, qui est d'apprendre à lire et à écrire, et la nécessité de moments de formalisation des correspondances graphème-phonème. Roland Guagou a dit qu'il fallait que ça se fasse très vite, avec, je ne sais plus, une vingtaine de correspondances comme ça acquises dans les premières semaines. Donc il faut des moments de formalisation, je ne le conteste pas. C'est ce qui encadre ces moments, ce qui provoque ces moments de formalisation qui doit être interrogé. L'état de la science condamne la méthode globale pure et dure, que plus personne ne revendique, mais ne me permet pas de partir en croisade avec des certitudes catégoriques. Les croisades sont toujours motivées par des projets de société cachés sous des prétextes d'efficacité qui sont toujours fallacieux. Merci.